Hey guys, on est back, NBA haters, pour une nouvelle saison d'ailleurs. Merci à tous ceux qui nous ont donné du support pour la saison 1. On est pris un petit All-Star break normal, histoire de recharger les batteries. Et là maintenant, on revient un petit peu plus fort. On a un big crew là. Il y a beaucoup de nouvelles avec la trade deadline qui se passe. J'ai Mr. Lakers, Calonne, Marine, Miami Vice, ça va ou quoi? Tranquille et toi? Ok, nickel. Et mon producer Johan avec nous. Johan, ta job aujourd'hui, comme d'hab, en plus de gérer le podcast, mais tu es connecté avec Adrian Wojnarowski, tu es connecté avec Shams, avec Chris Haynes, tous les insiders, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On va commencer tout de suite. Oklahoma Thunder, OKC, une équipe très active pour le début de la trade deadline. Ils ont échangé 2 joueurs majeurs, Chris Paul et Dennis Schroeder. Je vais entendre vos réactions sur ça. Par contre, un truc que je vais vous dire, c'est on ne va pas dans un premier temps se baser sur le point de vue d'OKC. Et je vais vous dire pourquoi. OKC, on comprend qu'est-ce qu'ils font là. Ils sont en train de rebuild. Ils sont en train d'accumuler des assets. D'ailleurs, je ne serais pas surpris que même les gars qu'ils ont reçus, c'est-à-dire les Danny Green, Rubio, Oubre, qu'ils les redirigent ailleurs, qui redirigent un gars comme Steven Adams qui est sous contrat ailleurs. Donc, ils sont vraiment en mode rebuilding. On accumule les assets. Donc, on ne va pas se pencher sur OKC, mais vraiment sur les équipes qui ont elles, reçu les joueurs. Donc, on va commencer tout de suite avec Phoenix Suns, Chris Paul. Johan, producer, je vais commencer avec toi. Je sais que c'est un de tes joueurs favoris, Chris Paul. Il arrive à Phoenix, il va être paired dans le backcourt avec Devin Booker. Ouais. C'est quoi tes réactions par rapport à ça? Vas-y. Je trouve que c'est un bon échange. Ça permet à Devin Booker d'avoir un vrai vétéran, même si, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, Chris Paul, c'est pas un de mes joueurs préférés, donc visuellement, tu vois. Mais quand même, tu vois, c'est quelqu'un qui... mais même tu regardes, on va pas parler d'OKC, mais tu regardes le taf qu'il a fait, alors que tout le monde pensait que OKC c'était bon, que Chris Paul était mort, blablabla. Donc je pense que ça va aider Devin Booker. Après, il faut qu'il reste. Comment ça, faut qu'il reste? Je sais pas, les Minnesota lui font des yeux doux depuis très très longtemps. Oh, tu parles de Booker? Ouais. Ouais, wow. Ok, non, mais avec l'acquisition de Chris Paul, mon gars, parce que Minnesota, ils vont nulle part. Hein. Je sais qu'ils vont nulle part, mais tu sais, tous les gars qui sont passés en AAU, c'est genre mes copains, tu vois. Donc moi, je mets ça, c'est un truc, je pense pas que ça va arriver, mais c'est quand même quelque chose à laquelle il faut penser. Et franchement, c'est là où, ça c'est un exemple où je me dis, quand les gens critiquent les joueurs, quand ils font des choix, donc il y en a un qui a fait un choix, donc je pense qu'on va parler de lui après, mais les franchises, le marketing des Suns, qui était avec son cheval là, il y a une semaine avec le nouveau maillot, avec le maillot et Valley, whatever, hashtag Valley, et maintenant il est où? T'as vu? Et c'est ça, en fait, quand on parle de player empowerment, les gens ne comprennent pas que les gars doivent prendre des décisions parce que quand c'est des organisations, quand elles peuvent te ship, elles te ship, tu l'as dit, mais Kelly Oubre en photo sur le website, Twitter, everything, le maillot, et 2 weeks later, he's gone. 2 days, mais come on, man, you know what I mean? Tu vois? D'accord. Tu vois, donc c'est ça, mais je pense que c'est une belle acquisition. Chris Paul, il a, je sais pas, je pense que c'est bien, c'est bien pour Devin Booker, c'est bien pour lui, en espérant que Phoenix regrette pas trop d'avoir lâché, tu vois, tout ça, autant de monde. Mais comme tu as dit, je pense que ces gens-là, ils vont même pas rester à OKC. Donc, non, I don't think so. I think ils vont être redirigés. Marine, justement, toi, quand tu as vu déjà tes réactions à chaud, merci Johan, tes réactions à chaud, Marine, quand tu as entendu parler de ce trade, et donc dans un premier temps, et deux, où est-ce que tu penses que ça place Phoenix maintenant à l'ouest là? Où est-ce que tu les vois être positionnés? Alors, quand j'ai vu le trade, je me suis d'abord dit, OK, ça a été fait pour conserver Devin Booker. Clairement. Le gars réclame un meneur. Il veut les playoffs, tout ça, on lui met un gars d'expérience qui a quand même réussi à emmener OKC. Donc personne ne les voyait en fait faire ça. Donc ils ont fait un gros coup. Donc on va te donner le meneur que tu veux. Il va pouvoir t'aider parce que Chris Paul, qu'on l'aime ou non, et c'est quand même un grand nom de la ligue. Donc voilà, c'est pour l'aider, c'est pour l'accompagner. Et je vois quand même Chris Paul rester quelques années avec Devin Booker si ça fit niveau caractère. Non, c'est clair. Parce que pareil, Chris Paul, ça commence à se faire vieux, il faut garder les contrats, il faut re-signer, tout ça. Donc il faut qu'il se trouve un club, une franchise où il va pouvoir faire coach, entre guillemets, où il va pouvoir aider les jeunes à tout ça. Ouais. Du coup, Phoenix, je pense que ça peut faire les playoffs si ça garde une dynamique de renforcer l'équipe comme ça sur des role players.
Ok. Parce que je pense que c'est un peu light en dehors de Booker. Ayton, va falloir aussi, pareil, qu'il prenne plus de volume dans son jeu. Ouais. Mais justement, la bonne nouvelle, c'est que, mine de rien, ils ont fait l'acquisition de Chris Paul. D'accord, il y a Oubre et Rubio qui partent, mais ils gardent quand même un bon corps. Donc, Booker, bien sûr, et Ayton. Mais Michael Bridges, qui a bien joué dans la bubble, etc. Et ils ont encore de la flexibilité. Ils n'ont pas fini, Phoenix. Vous allez voir, ils ont encore de la flexibilité salariale. Et c'est ça qui est intéressant pour eux. Kala, la question que j'ai pour toi, où est-ce que tu places Chris Paul aujourd'hui en NBA? Je suis très content de le voir renouer un lien avec Marnie Williams, qui était d'ailleurs son coach back in the days là, à New Orleans. Donc, il y a aussi cette connexion, en fait, un bon coach, Chris Paul qui est un leader sur le terrain. Où est-ce que tu le places aujourd'hui dans la hiérarchie des point guards et comment tu penses qu'il peut aider Phoenix, justement, et Devin Booker? Chris Paul, c'est pas un joueur que je porte forcément dans mon cœur. Hein. Je suis pas un très grand fan. Non, c'est vrai. J'aime pas. Parce que les Lakers, il y a eu le veto, c'est pas de sa faute, ça. Non, c'est pas de sa faute, mais j'ai jamais aimé le caractère du joueur. J'ai jamais aimé, tu vois. Mais là où il est important, c'est que ça reste quand même le président de l'association des joueurs. Ouais, clairement, il faut. Tu vois, c'est ça qui va apporter à Phoenix, c'est de la maturité, du leadership, parce que clairement, c'est ce qui manquait à Phoenix, un peu de leadership. Parce qu'il y a le talent de Booker, et un talent qui n'est pas totalement canalisé, parce que Booker, des fois, il peut partir dans tous les sens. Ayton est un joueur relativement jeune, ben oui, c'est clair. Qui a besoin aussi de cette expérience. Chris Paul va pouvoir leur emmener ça, tu vois. Bon, c'est pas dans la hiérarchie. Pour moi, c'est ni le premier, le deuxième, le troisième de la liste. Hein. Il est très bas, très 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 bas dans ma liste. Très bas. C'est-à-dire juste après Terry Rozier à Charlotte. Non, c'est un peu abusé. Après, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Mais pour moi, je te reformule la question pour que tu puisses comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, comparons aujourd'hui, on peut dire deux joueurs qui ont un gros contrat, Russell Westbrook et Chris Paul. On a du mal comment tu évalues ces deux joueurs en termes de valeur, non seulement sur le terrain, mais hors du terrain, ce qu'ils peuvent apporter? Ben, tu vois, par exemple, j'allais venir sur son parcours, le parcours de Chris Paul. Vas-y. Si tu regardes le parcours de Chris Paul, tu te dis, en fait, il y a un problème. Pourquoi il n'arrive pas à rester dans une équipe en fait qui va jouer des positions, etc. en playoff? Pourquoi on ne le garde jamais? Pourquoi on se débarrasse tout le temps de lui? Tu vois? Pour moi, c'est que ça montre qu'il y a un problème de fond. Dans le vestiaire. Je sais pas. Dans le vestiaire, sûrement dans le vestiaire. Parce que je ne comprends pas qu'il soit aussi instable. Il a sa réputation déjà, Chris Paul. Il a la réputation d'être une tête de con tout partout où il va. Ouais. C'est les termes qui ont été employés par certaines personnes qui ont ensuite parlé à des journalistes. Et ça a été, il a un ego surdimensionné et c'est moi, et ça passe pas auprès des jeunes et qui arrivent et qui ont cette mentalité-là de je suis la nouvelle star. Les anciens qui ont leur passé et c'est ça qui fait généralement qu'il n'y a pas de fit. Oui, mais justement, à OKC, il a quand même, parce qu'il y avait une différence quand il était à Clippers et Houston où il était comme une star qui était censée leader tout le monde au title. À OKC, justement, je pense qu'il a quand même montré à la Ligue qu'il est capable d'être un mentor. Il est capable de prendre un gars comme Shai Gilgeous-Alexander sous son aile et de lui montrer les ropes du game. Westbrook, ce gars-là, je ne pense pas qu'il pourra jamais être un mentor. Tu vois ce que je t'explique? Moi, je vois bien justement Chris Paul arriver à Phoenix et dire à Devin Booker, bro, je vais t'apprendre first of all how to be a pro. How to be a pro, how to win games. Ayton, tu connais rien au jeu. Laisse-moi t'apprendre comment on est professional. Ouais. You know what I mean? Et ça, c'est important. Vous ne voyez pas la valeur dans ça pour Chris Paul? Moi, je vois la valeur. Après, c'est vrai que... C'est qui le coach à OKC? Billy Donovan, qui est maintenant à Chicago d'ailleurs. Ouais, donc voilà. Donc en fait, tu vois, Chris Paul, il clash quand même avec des coachs qui sont des bons coachs. Okay. Tu vois, parce que je pense qu'il prend justement trop le truc en mode coach... joueur-coach, quoi. Joueur-coach, tu vois. Et peut-être que ça pose un problème, tu vois. Je regardais, c'était quoi? C'est J.J. Redick qui dit que, en fait, après qu'il y ait eu le premier éclatement des Clippers, là, tu vois, il y avait un problème dans le vestiaire et c'était pas vraiment... En fait, c'est pas un truc où, genre, c'est la faute de Chris Paul ou c'est la faute d'un tel. C'est juste que c'est le type de joueur, il va avoir raison,
Mais en fait, il ne va même pas prendre des pincettes pour te dire qu'il a raison. Donc, toi, si tu as un ego, tu vas être brouillé en fait avec lui. OK. Donc, selon vous, en gros, c'est pas. OK. Donc, en gros, Phoenix, pensez-vous qu'il peut faire les playoffs au moins avec Chris Paul ou même là, c'est pas un done deal selon vous? Alors, attends, je revenir un peu là-dessus. Pour moi, c'est une question d'humilité. Et c'est là la différence avec Chris Paul aujourd'hui et un Westbrook. C'est que je pense que Chris Paul a gagné un peu en humilité parce qu'il s'est rendu compte finalement que peut-être que par rapport à Houston, ce qui s'est passé à Houston, il s'est rendu compte que bon, finalement, I need to sit back, tu vois. Et Westbrook aujourd'hui, je pense qu'il va lui arriver la même chose parce qu'aujourd'hui, personne ne veut de lui. Exact. Il est sur le marché et personne n'essaie d'avoir Westbrook. Donc, à un moment, il va devoir se dire, OK, je vais devoir calmer le jeu et accepter de ne pas être la superstar de la prochaine équipe où je vais jouer et m'adapter et accepter que le coaching staff qui est en place doit prendre des décisions et que si je dois être sixième homme, ben, je serai sixième homme et puis voilà, quoi. Ouais. Et c'est ce que Chris Paul a fait en arrivant au OKC seulement. Parfait. Donc, on va voir. De toute façon, affaire à suivre. On verra. Moi, j'ai hâte de voir justement. De toute façon, les moves ne sont pas encore finis du côté de Phoenix. Donc, on va voir comment ils vont améliorer l'effectif. On va continuer avec un autre joueur d'OKC. En fait, tu as répété plusieurs fois, est-ce qu'on les voit en playoff? Tu retires qui des playoffs, en fait, pour mettre Phoenix? That's the tough part, man. Je retire, et c'est tough à dire, je suis désolé, Johan, but... non. Mais, man, Portland, man, I don't see them going there, man. Portland is out for me. Qui est-ce qui a fini vers le bas? J'essaie de... Houston. Portland et Houston. Ouais, effectivement. Ouais, Houston, c'est parti. Houston, c'est effectivement, Houston. Yeah. Pour moi, c'est ces deux équipes-là qui sautent. Quoique, bon, on ne peut pas bet encore against them, donc il va falloir voir, mais ça va être dur. À l'Ouest, là, ça va vraiment être dur. Les équipes, en plus, elles n'ont pas fini de se renforcer. Parlons des Lakers, justement, champion en titre, Mr. Callan, ta team. Ouais. Là, ils envoient Danny Green après ses bons et loyaux services dans la bubble et contre Dennis Schroeder. Marine, tu as pensé quoi de ce trade et qu'est-ce que tu penses que Schroeder peut... Est-ce que c'est un upgrade ou un downgrade pour les Lakers, selon toi? Avec ce qu'il a montré, je pense que c'est un upgrade. Okay. Il a clairement montré à OKC qu'il pouvait être le meneur de la seconde unité. Clairement. Okay. Il y avait Chris Paul devant lui, donc la concurrence était un peu compliquée. Mais clairement, un Dennis Schroeder, vu ce qu'il a fait la saison dernière, ça peut être qu'un plus. C'est un gars, il n'a pas l'air compliqué à vivre, il n'a pas l'air compliqué sur le terrain. Je pense que c'est de ces gars-là, tu lui dis de faire ça, il va le faire, il va pas poser de questions et il va le faire du mieux qu'il peut. À partir du moment où tu ajoutes un gars qui a une bonne mentalité et qui veut gagner en suivant l'avis d'un coach, je ne vois pas les risques. Ouais, j'aime bien ce point. Et puis, Calonne, je veux rebondir sur toi parce que merci, Marine. Tout à l'heure, Calonne, tu parlais de maturité. Je pense que Dennis Schroeder, c'est la même chose dans le sens où, au début, à Atlanta, il était un young pop, un petit peu un loose cannon. Avec son expérience maintenant et ce qu'il a vu déjà dans la ligue, je pense que là, maintenant, ça y est. Il est dans une position où I'm going to go to the Lakers, je joue avec LeBron, I'm going to play my role. Et ça peut être intéressant. Par contre, Marine avait dit un truc la dernière fois, c'est qu'on est d'accord, defense wins championship. Pour moi, si Schroeder est aux Lakers, déjà, il perd Danny Green. C'est pas sûr qu'il garde Rondo. C'est pas sûr qu'il garde Avery Bradley. C'est pas sûr qu'il garde KCP. C'est comme, wow, et Schroeder, c'est pas un defensive stopper, right? So, est-ce que les Lakers, et je te pose la question, Callan, ne sont pas en train de perdre leur defensive identity, justement, par rapport à ce trade? Alors, Marine a commencé en disant par rapport à ce qu'il a fait en parlant de Schroeder. Et moi, je vais commencer en disant par rapport à ce qu'il n'a pas fait en parlant de Danny Green. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, on ne perd pas grand-chose quand on perd Danny Green. Non, mais c'est vrai. Je suis content de le perdre. On aurait pu me donner n'importe qui, j'aurais pris, tu vois, parce que pour moi, non, en vrai, c'est vrai. J'ai eu la discussion avec des amis. Moi, le seul truc qui me fait peur dans cette histoire, c'est que Rondo se dise, bon, on a un meneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars? Tu vois, et que en retour, on perd de Rondo. Pour moi, c'est le seul grand problème. Schroeder, c'est 48% la saison dernière. À 3 points? Non, pas à 3 points. Il est à, il est à pratiquement 30% à 3 points. C'est 19 points par match. Au début de la saison, c'est lui qui est le meilleur joueur d'OKC. Pour moi, c'est win-win. Pour moi, c'est win-win. Ouais, pour moi, c'est win-win. Mais effectivement,
faudrait re-signer des mecs derrière. Il faudrait re-signer des KCP. Et puis Bradley, il va partir, à mon avis. Mais il faut garder Rondo, il faut garder KCP parce que c'est le backbone de l'équipe, quoi, pour moi. OK. Donc, toi, tu vois quand même ça comme un bon move. Guys, on va devoir avancer puisque mon producer me dit qu'on avance dans le temps. Johan, je vais commencer avec toi parce que là, on va parler d'un gros morceau. Ta team, je ne suis pas sûr, c'est ta team ou est-ce que… Enfin, en même temps, la trade deadline n'est pas encore passée. Voilà. Tu nous diras à la fin où est-ce que tu as signé. Donc, les Bucks, big move. Big move. Ils ont mis leur cojones on the table. À la fin de la bubble, ils ont eu un dîner, le management avec Giannis Antetokounmpo. Ils lui ont dit, look, Giannis, we're sorry. On te promet qu'on va améliorer l'effectif. Stay with us. Give us a minute. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher Drew Holiday. Ils sont allés chercher Bogdan Bogdanovic. I'm sorry pour la prononciation. En retour, ils donnent quoi? Pour moi, rien, en fait. No offense là. I mean, Bledsoe, tu as eu tes chances en playoffs so many years. Chaque fois, tu te chies dessus. Bye-bye. Hill, good veteran, but we're going to be okay. Et derrière, ils envoient du DiVincenzo, Ilyasova, tout ça, ça part à Sacramento. Pour moi, ils ne donnent rien. Ils reçoivent Drew Holiday, Bogdanovic. Johan, ton équipe, les Bucks, how do you feel about this move? Cette équipe des Bucks me fait plaisir pour l'instant, parce que tu vois qu'ils ont quand même compris que Giannis voulait le championship et qu'eux, ils avaient moins le temps que lui, en fait. C'est surtout ça dans l'histoire. Donc, Giannis, je pense qu'il a ajouté dans n'importe quelle équipe qui souhaite le payer. Ça prend le titre dans 1 ou 2 ans, alors que les Bucks, si Giannis se casse, il n'y a pas de titre. Enfin voilà, il y a eu Giannis, c'était qui les autres chez les Bucks qui ont été draftés qui étaient bons? Tony Snell? No, he's gone. Sorry, je rigole. Tu vois? Tu vois? Donc, ouais, je pense que c'est un bon… En vérité, ils ont eu Brandon Jennings. Ils ont eu Brandon Jennings. Une bonne saison, en fait, en vrai, and he was gone after that. So, sorry, mais continue. Brandon Jennings. Mais en fait, je pense qu'au niveau de l'organisation, c'est bien parce que c'est positif. Après, comme je l'ai dit dans le chat, les gars, il faut arrêter de penser que la NBA, c'est jouer à Touquet, quoi. Tu vois, et si le coach et le coaching n'est pas prêt à évoluer en même temps, on a vu ce que ça donne. Ils ont encore le même coach. Putain. Voilà, ils ont encore le même qui est bon, tu vois. Mais peut-être que c'est pas un gars qui va aller plus loin. Un coach de playoff. Tu vois, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est positif, mais voilà. Pour toi, j'attends. Non, on n'a pas encore signé. La signature est toujours. Enfin, c'est toujours. Feras gaffe, Johan. Johan, j'ai mon gars Nick Kyrgios là qui dit qu'apparemment Giannis à Miami, ça fait des big smiles, tu feras attention. Aïe. Les sources me disent que Johan est en discussion avancée là pour un potentiel trade, donc on ne va pas trop le mettre en faire du tempering. Marine, j'aime toujours ton insight au niveau coaching et tactique. Les Bucks, auparavant, leur problème, c'était quoi? Pardon, excusez-moi, trop prévisible. Giannis, comme un bourrin, excusez-moi, dans la raquette. Middleton, he's OK. On shoot à 3 points, mais en playoff, ce n'est pas nécessairement ça toujours qui va te faire réussir. Là, tu ajoutes Drew Holiday, qui est pour moi un elite ball handler. C'est quelqu'un qui va pouvoir créer off the dribble avec la balle aussi. Et tu as 2 shooters maintenant. Imagine Drew Holiday en pick and roll avec un big ou avec Giannis. Et dans tes wings, tu as Chris Middleton et Bojan Bogdanovic. How do you stop that? Et est-ce que tu penses que justement ça va justement apporter un petit peu moins de predictability avec les Bucks et c'est justement ce dont ils avaient besoin. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que ça ne va pas régler tous les problèmes. Dans le sens où Giannis, il va toujours avoir le même jeu. Tu ne te fais pas un shoot sur une intersaison. Donc l'option numéro 1, ce sera toujours Giannis. Donc l'option numéro 1 en défense, ce sera toujours de bloquer la raquette. Après, ce sera au gars en défense de faire le taf, de ressortir sur les shooters, d'être intelligent. Mais je ne pense pas que Budenholzer, déjà pour moi, ce n'est pas un coach de playoff. Moi, c'est parce que les rotations sont fixes. Non, mais les rotations sont fixes. On l'a vu dans la série, c'était criant face à Miami, où Spoelstra savait exactement quand remettre tel joueur, quand sortir tel joueur. Il pouvait prévoir chaque move parce que toute l'année, c'est les mêmes rotations. Giannis, qu'il soit down 20, up by 20, Giannis, il sort à tel moment. Tel joueur va sortir. Donc, tant que le coach ne sera pas, lui, moins prévisible, tant qu'il ne sera pas moins prévisible, l'équipe, elle ne pourra pas être moins prévisible. Wow, OK. Mais toi, justement, ce scénario dont je te parlais, tu vois, tu penses pas justement que sur le terrain, ça peut faire une différence? Non, selon toi, non. On va voir seulement le coaching.
Non, ça peut faire une différence. Ça fera une différence forcément parce que tu rajoutes quand même Drew Holiday, tu rajoutes un pur shooter avec Bogdanovic. Il y aura forcément des changements. Mais pour moi, ce ne sera pas des changements majeurs. Ce sera au contraire, ce sera plus des ajustements. Ouais, non, mais justement, j'ai une question pour Marine. Tu ne penses pas qu'il était prévisible parce qu'il n'avait pas justement des joueurs pour changer de système? Parce que là, clairement, George Hill, tous ces gars-là, ils jouaient pour Giannis. Mais maintenant que tu rajoutes des mecs qui savent un peu jouer à la balle, peut-être que tu n'es plus aussi prévisible, quoi. Ouais, mais le truc avec c'est ses rotations. Il va faire, en fait, c'est-à-dire qu'il va mettre son système en place. Et Marine, tu as tout à fait raison. Je pense qu'on va la pop sur ça d'ailleurs. Mais il va mettre son système en place. Et une fois que son système va être en place, ça va être le même système, man, all the way. C'est ça, en fait, le problème de Budenholzer, tu vois. Donc, bien sûr, ça va marcher. Ils vont peut-être gagner, sur 72 matchs qu'on va avoir cette année, ils vont peut-être gagner, I don't know, like 55, 60, man. Mais la clé, c'est les playoffs. Et je suis d'accord avec elle, c'est pas un coach de playoffs. D'ailleurs, c'est pour ça que Johan est encore en ligne. C'est ça. Mais pour lui, il y a une free agency juste avant les playoffs pour Johan. T'inquiète, on recrute à Miami. Le bandwagon était ouvert. Le bandwagon s'est ouvert là à la fin des playoffs. Le bandwagon est ouvert, ok. Exactement, c'est open. On va wrap up sur ça, guys. Merci encore pour ce segment et on va passer à celui